Pour sa première visite à l'étranger, le nouveau chef du gouvernement espagnol choisit Paris. Après l'accord sur le Parlement européen, les 9 décidaient à coordonner leur politique économique. Début en fanfare pour la Convention démocrate de New York, en vedette Jimmy Carter. Ferdinand Braque gagne l'étape contre la montre, Lucien Van Hit garde le maillot jaune. Pour sauver l'économie portugaise en faillite, Mario Soares devra réussir l'impossible. C'est le dossier de ce journal. Bonsoir. Il est resté 3 heures en France. La visite du chef de gouvernement espagnol ce matin a été aussi rapide qu'étonnante. Monsieur Adolfo Suarez s'est entretenu pendant 1h15 avec monsieur Jacques Chirac. Le Premier ministre espagnol choisit de donner la primeur de ses intentions gouvernementales au Premier ministre français, avant même d'en informer son Conseil des ministres. Il ne leur exposera son programme que vendredi. M. Suarez vient-il chercher des conseils, une caution de libéralisme, un appui pour sortir l'Espagne de ses difficultés économiques? On peut s'interroger sur la signification de cet aller-retour, 1 semaine à peine après sa prestation de serment. Jeudi 8 juillet, M. Adolfo Suarez présentait ses ministres au roi Juan Carlos. Il avait mis plus de 4 jours pour constituer son gouvernement pour remplacer les ministres modérés qui s'étaient récusés. Adolfo Suarez, 43 ans, est le plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de l'Espagne. Reçu à l'hôtel Matignon par M. Jacques Chirac, il était accompagné de son ministre de l'Industrie et de son directeur des Affaires européennes. Avant de rentrer à Madrid vers 14 h, le chef du gouvernement espagnol s'est rendu à l'ambassade d'Espagne où il annonçait que sa visite en France n'était que la première de celles qu'il entreprendrait auprès d'autres pays européens. Cette visite a d'abord un caractère strictement privé. Elle a été très cordiale. Les affaires internationales et les relations bilatérales ont été évoquées, mais aussi les affaires économiques. Je dois dire que les conversations ont été très intéressantes, très cordiales. Je suis certain qu'elles aideront au développement des bonnes relations entre l'Espagne et la France. Est-ce que votre gouvernement que vous présidez va se démarquer des autres gouvernements, celui d'Arias Navarro? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Notre gouvernement doit être plus démocratique. Il doit essayer par tous les moyens de rendre possible ce que les Espagnols souhaitent. Les prochains gouvernements de notre pays tiendront compte de la volonté populaire. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir une amnistie bientôt en Espagne? Nous ferons tout pour parvenir à une coexistence politique normale et un dialogue avec tous les Espagnols, quelles que soient leurs opinions politiques. Pensez-vous légaliser le Parti communiste espagnol bientôt? Alors, pourquoi ce voyage éclair de quelques heures du chef du gouvernement espagnol à Paris? La première raison semble économique. L'Espagne connaît actuellement une situation difficile, chômage important, inflation, baisse des réserves. Pour un redémarrage, elle a besoin de l'Europe. Et pour l'Espagne, le passage obligé vers l'Europe, c'est la France. Valéry Giscard d'Estaing est le seul chef d'État européen qui peut aider et qui veut bien aider l'Espagne pour son intégration dans la communauté européenne. La deuxième raison est plus complexe. La signification du geste, c'est-à-dire de ce voyage éclair, est peut-être plus importante que le contenu des entretiens d'aujourd'hui. Suarez est venu à Paris demander une caution libérale. Le régime espagnol en a besoin. Il a besoin, entre guillemets, d'un certificat de démocratie. Le gouvernement espagnol en a besoin à l'intérieur de l'Espagne, mais aussi à l'extérieur, et c'est peut-être là la vraie raison de ce voyage. Un Conseil européen positif. Ce matin, les 9 chefs d'État et de gouvernement ont abordé la situation économique et les problèmes posés à Porto Rico, la lutte contre le terrorisme et la création d'une zone communautaire de pêche de 200 miles. Mais c'est bien sûr l'accord sur la répartition des sièges au Parlement élu au suffrage universel que l'on retient de cette session. Et les 3 réactions que suscite déjà cette décision en soulignent l'importance. Si le bureau de l'Union des partis socialistes de la communauté a fait connaître sa satisfaction, l'UDR et le PC sur les ondes de France Inter se rejoignent pour s'en plaindre. Monsieur Yves Guéna pour l'UDR, en réaffirmant son allergie gaulienne à tout pouvoir supranational, et monsieur Jean Canapa pour le PC, craignant qu'une majorité étrangère et de surcroît réactionnaire impose sa loi à la France. Mais comme l'a dit monsieur Valéry Giscard d'Estaing, cet accord de Bruxelles est une date politique. Le sourire est revenu sur les lèvres des Européens. L'accord sur l'élection du Parlement au suffrage universel apporte une bouffée d'oxygène à cette communauté qui, comme la Belle au bois dormant, a besoin de temps en temps d'un prince charmant pour la réveiller. Les 9 ont compris à temps qu'ils ne pouvaient se séparer sur un nouvel échec que la communauté aurait très difficilement supporté à propos d'une question dont on parle au moins depuis un an. Finalement, c'est le schéma proposé par Valéry Giscard d'Estaing
qui a prédominé un schéma qui s'inspire directement du traité de Rome pour donner à chaque pays une représentativité à peu près équivalente à son poids économique, démographique et géographique au sein de l'Europe. Mais cet accord montre aussi que lorsque les grands de l'Europe se mettent d'accord entre eux, avant, et c'était le cas puisque l'Angleterre, l'Allemagne et la France s'étaient concertés, eh bien leur avis prédomine. Et cela peut reposer en d'autres occasions le problème de ce directoire à trois dont on se garde bien de parler tant à Bruxelles qu'à Luxembourg, mais qui apparaît de plus en plus au fil des sommets comme un directoire de fait. Autre décision dans ce sommet bien rempli, on va accentuer la concertation économique et puis on va mettre au point très rapidement une convention antiterrorisme pour que les auteurs de détournement et d'enlèvement soient automatiquement extradés. L'Europe, c'est une œuvre historique, et une œuvre historique suppose une action tenace. Vous avez noté par exemple qu'on célébrait en 1976 le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, mais avant que les États-Unis aient été effectivement indépendants, gagné la guerre d'indépendance, il a fallu ensuite attendre 7 ans. Et donc la création de l'Europe, c'est une œuvre continue. Nous avons marqué un point important il y a 2 ans par la création du Conseil européen qui maintenant fonctionne bien, qui est devenu une institution de communauté. Nous avons marqué un point important en 1976 par cette décision de l'élection au suffrage universel. Jusqu'à présent, l'Assemblée de Strasbourg était composée de 178 membres désignés par les parlements nationaux des 9 pays du marché commun. À partir du mois de mai ou du mois de juin 1978, l'élection se fera au suffrage universel direct. 150 millions de citoyens européens se rendront donc pour la première fois aux urnes pour élire un Parlement de 410 représentants. L'accord passé hier entre les chefs de gouvernement européens porte sur la répartition des sièges au sein de ce Parlement. Les 4 grands pays de la communauté, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, auront chacun 81 députés, la Hollande 25, la Belgique 24, le Danemark 16, l'Irlande 15, le Luxembourg 6. Ce sont des chiffres que l'on peut qualifier de raisonnables, compte tenu de la perspective de l'entrée de la Grèce, puis peut-être un jour de l'Espagne et du Portugal, l'Assemblée ne tombe pas trop dans le gigantisme. Mais il faut maintenant se poser la question, le fait que le Parlement soit élu changera-t-il vraiment quelque chose? On peut en douter. Certes, l'accord d'hier offre l'avantage de rapprocher l'Europe des États d'une véritable Europe des peuples. Certes, l'élection au suffrage universel confère au nouveau Parlement un poids plus important face aux grands. Mais en revanche, rien ne dit que le Parlement européen disposera de pouvoirs supplémentaires par rapport à l'ancienne Assemblée, qui n'en avait que peu. C'est la commission exécutive qui décidait de tout. Et l'élargissement des compétences ne pourra se faire comme par le passé, que par des négociations entre les 9 gouvernements et la mise au point de nouveaux traités. C'est dire qu'on est bien loin de la supranationalité, d'autant plus que chaque nation gardera ses structures propres, ses administrations, ses institutions. L'Europe politique a encore du chemin à parcourir. Demain, la revue du 14 juillet se déroulera à nouveau sur les Champs-Élysées avec en vedette une unité complète, prête au combat, la 10e brigade mécanisée. Ce défilé sera l'apothéose d'une semaine placée sous le signe de la chose militaire. Ce n'est pas un hasard et Philippe Arroir, dans la dernière édition du journal, analysera la portée politique de ces démonstrations, la volonté de M. Valéry Giscard d'Estaing de rappeler qu'il est le chef de l'armée française. Je vous rappelle aussi que vous pourrez suivre demain matin le défilé en direct sur Antenne 2. Patrick Poivre d'Arvor et François Cornet seront sur les Champs-Élysées de 9h30 à 11h et la réalisation sera assurée par Pierre Sabag. Le franc baisse depuis une semaine environ. Et ce matin, bien qu'on soit à la veille du 14 juillet, la baisse s'accentue encore légèrement. Cela malgré les renforts importants, dit-on, de la Banque de France. Le dollar, aujourd'hui, s'est stabilisé à 4,78 francs, mais il faut savoir qu'en février, il valait 4,45 francs, ce qui fait 8% de mieux pour le dollar et une dévaluation de 8% pour le franc. Alors, quelles sont les pressions qui pèsent sur la monnaie française ? Pourquoi le franc est attaqué? C'est très simple. Les hommes d'affaires internationaux, les gens qui vivent de plus-value sur les monnaies, font le calcul suivant. 1. La France, grand pays agricole, va subir de plein fouet les conséquences de la sécheresse. Elle exportera beaucoup moins de céréales, beaucoup moins de viande, elle importera en revanche beaucoup plus de pétrole, puisque l'eau manquant à l'EDF pour faire tourner ses centrales hydrauliques et refroidir ses centrales nucléaires, il va falloir obtenir le maximum des centrales thermiques. 2. La France n'arrive pas à juguler l'inflation. La hausse des prix est chez nous 2 fois plus élevée qu'en Allemagne et qu'aux États-Unis. Par rapport aux monnaies de ces 2 pays, le franc se dévalue donc, mois après mois, c'est mécanique. 3. Si encore le fait d'avoir de l'argent déposé en France, ça rapportait gros. Non, la France est l'un des pays où les taux d'intérêt sont actuellement les moins élevés.
Balance commerciale en déficit, inflation tenace, intérêt faible, plus aucune raison de faire confiance au franc, estiment les spéculateurs professionnels. Dans l'immédiat, aucune conséquence pour chacun d'entre nous, sauf si on va faire un tour à l'étranger. Mais à terme, c'est autre chose, c'est notre niveau de vie qui est en cause. Le président de la République ne peut pas laisser la situation se détériorer ainsi indéfiniment. Des mesures devront être prises sur le crédit, sur les prix, sur les revenus. À travers le budget de 1977, ces mesures seront impopulaires. C'est le rendez-vous de septembre, rendez-vous qui exigera une équipe gouvernementale bien soudée, déterminée, et vous comprendrez mieux pourquoi tant de gens, ces jours-ci, dans les milieux politiques, ajoutent une équipe nouvelle. C'est donc hier soir que s'est ouverte la 37e convention nationale du Parti démocrate au Madison Square Garden à New York. Tous les 4 ans, les Américains s'offrent un été de fête démocratique avant d'élire en novembre leur président. Les républicains, ceux de l'éléphant, se réuniront dans un mois à Kansas City, convention à suspense puisque les délégués auront vraiment 2 candidats à départager. En effet, grâce au Colorado, Ronald Reagan vient en partie de combler son retard. Il dispose maintenant de 999 délégués. Gerald Ford, lui, s'en est assuré 1032. Le jeu reste donc vert. Ford et Reagan devront se disputer les 200 délégués qui ne se sont pas prononcés. Il n'en est pas de même chez les démocrates. Il n'y a plus de problème pour Jimmy Carter. C'est ici que se sont ouverts les jeux du cirque, Madison Square Garden. 10 étages, 20 000 places, les arènes de Rome revues et corrigées par les Américains. D'habitude, on s'entasse ici pour assister au grand match de boxe. Il y a une quinzaine de jours, c'était le match Mohamed Ali-Frazier. Ce soir, c'est de la politique, mais c'est bien la même atmosphère, la même flambée, le même enthousiasme, l'enthousiasme des grands jours. Il s'agit de désigner le champion, le leader, le vainqueur qui représentera le Parti démocrate aux élections présidentielles. 3000 délégués et 2000 suppléants sont venus de tous les coins d'Amérique pour faire cette désignation. Du cow-boy du Texas aux ouvriers de Détroit, en passant par les planteurs de Californie et même les pêcheurs d'Hawaï. Mais fait tout à fait nouveau. Les démocrates, pour une fois, sont pratiquement d'accord. Ils s'apprêtent à désigner comme un seul homme Jimmy Carter, le planteur de cacahuètes, le sauveur, l'unificateur du parti. C'est que le Parti démocrate revient de loin. Très longtemps, il a vécu dans la plus grande division. Aux dernières élections, en 1972, ils avaient élu McGovern dans la plus grande confusion. En 1968, c'était pire, on s'était battu autour de la convention, c'était à Chicago, c'était l'époque de la contestation. L'émeute grondait et tout le monde disait que le Parti démocrate était fini. Eh bien, tout semble maintenant changer. Le président du Parti démocrate, Robert Strauss, vient d'ouvrir la séance sous le signe de l'unité. C'est maintenant l'heure du triomphe et de la victoire pour le Parti démocrate, a-t-il dit. Et tous les leaders lui emboîtent le pas. Barbara Jordan, la députée noire du Texas, qui apporte la caution des Noirs à Jimmy Carter, et d'autres vont le faire, dont le sénateur Humphrey, qui aurait pu être le véritable, le seul rival de Jimmy Carter. Impasse totale au Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de la plainte de l'Ouganda contre Israël. Les Occidentaux demandent avant tout une condamnation des détournements d'avions. Le délégué américain a même demandé approuver le raid israélien sur l'aéroport de Kampala. Les pays africains, eux, voudraient qu'Israël soit condamné. Ce matin, le New York Times a révélé la ruse employée par les Israéliens lors du raid de Kampala. Ils ont déguisé un de leurs hommes en maréchal Amin Dada. Même uniforme, même voiture que le vrai, ici. Les soldats ougandais se sont laissés prendre pendant quelques secondes et cela a été suffisant pour approcher les otages et les libérer. Appel désespéré des Palestiniens au Liban devant l'avance des chrétiens conservateurs. Des combats plus violents que jamais au nord du pays. La ville de Tripoli est maintenant encerclée par les forces conservatrices et l'armée syrienne. À Beyrouth, près du camp palestinien de Tal el-Zaatar, cet après-midi, le chef du conseil militaire phalangiste a été tué alors qu'il assistait à la reddition de combattants palestiniens. Au Caire, les diplomates de la Ligue arabe ne se sont toujours pas parvenus à un accord.
19 contre-révolutionnaires, entre guillemets, exécutés en Éthiopie pour tentative de complot et sabotage économique. C'est ce qu'a annoncé ce matin la radio d'Addis Abeba. Parmi les personnes exécutées, il y a 2 hauts fonctionnaires militaires, en particulier le numéro 3 du régime, le major Abdi. Il siégeait au Conseil militaire administratif provisoire, organisme qui dirige le pays. Ces exécutions montrent à l'évidence les difficultés actuelles des militaires éthiopiens au pouvoir depuis 2 ans et les divergences très graves qui existent non seulement au sein du Conseil militaire mais aussi dans l'armée. L'Italie aura sans doute un nouveau chef de gouvernement dans les heures qui viennent. Son nom est d'ores et déjà sur toutes les lèvres italiennes. Il s'agit du démocrate chrétien Giulio Andreotti. Normalement, le président de la République, M. Leone, devrait lui donner ce soir ou demain matin ou plus tard le feu vert pour qu'il commence à former son équipe ministérielle. Ce ne sera sans doute pas facile, car les 3 partis politiques intéressés à la constitution de ce gouvernement, les démocrates chrétiens, les communistes et les socialistes, viennent de réaffirmer des positions inconciliables, sauf s'ils font preuve d'un esprit de compromis qui leur a permis déjà de se partager la présidence des 2 chambres. Un policier vient d'être inculpé par le parquet de Bobigny pour homicide involontaire. La semaine dernière, à Saint-Denis, poursuivant de jeunes voyous, en pleine nuit, il tire et la balle, par ricochet, disent les experts, atteint un adolescent de 17 ans et demi, Gilles Olivier. Le jeune homme, mortellement blessé, agonisera toute la nuit. De leur côté, les parents de la victime avaient porté plainte pour homicide volontaire et non-assistance à personne en danger de mort. Depuis que l'on a pris conscience des ravages qu'occasionne la sécheresse, depuis que l'on a répertorié les conséquences, on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur la dégradation qui menace la faune et la flore des rivières. Vous vous souvenez peut-être de l'image incongrue de pêcheurs traversant à gué un bras du Rhône à Vernaison, près de Lyon, et puis le spectacle désolant d'une Loire complètement ensablée. Mais aujourd'hui, et plus encore dans les semaines qui viennent, la pollution risque de devenir irrémédiable dans de nombreux cours d'eau français. Plus le niveau devient bas, plus la pollution prolifère. Il suffit alors d'un accident, comme celui qui s'est produit dans les usines Péchinet, Ugine et Kuhlmann, pour que ce soit la catastrophe. C'est une erreur, une fausse manœuvre qui se trouve à l'origine de ce nouvel accident écologique. La vidange malencontreuse d'un réservoir d'acroléine, produit chimique hautement toxique dans les eaux du Rhône. 20 tonnes déversées d'un seul coup, 1 milligramme suffit à tuer un poisson. La direction de l'usine plaide coupable. Elle rendra compte devant les tribunaux, mais le mal est fait et la nature n'avait vraiment pas besoin de cela. Dans de très nombreux fleuves, le débit a considérablement baissé, la pollution s'y trouve concentrée, ses effets aggravés. Plus grave, c'est en septembre que le débit des cours d'eau sera le plus faible, d'où l'urgence de prendre des mesures pour limiter les rejets polluants dans les rivières. Nous avons tenu le 9 juillet, donc il y a 4 jours, une réunion dans l'Oise pour prévoir ce qui se passerait si le débit de l'Oise diminuait. Nous nous sommes rendus compte que la pollution atteindrait des niveaux excessifs. Et tous les industriels du bassin de l'Oise, c'est-à-dire des départements de l'Oise, de l'Aisne, enfin tous ceux qui sont riverains de l'ensemble de ces rivières, étaient là, et nous leur avons à tous demandé de supprimer les apports de pollution de tel ou tel atelier qui compromettait la qualité du cours d'eau. De manière que la prise d'eau principale de l'Oise, qui est à Méry-sur-Oise, et qui alimente une bonne partie de la région parisienne, ne soit en aucun cas compromise. Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre ce genre de recommandations à l'ensemble du territoire? Naturellement, nous l'avons déjà fait également dans la région de Rennes. Nous le ferons à nouveau et c'est un de mes principaux sujets de préoccupation dans les jours qui viennent. Nous avons le devoir d'examiner les principaux cas de cette nature et d'organiser les mesures d'urgence pour les 2 ou 3 mois qui suivent. Limiter les déversements de déchets polluants, une nécessité plus évidente que jamais. Mais cette discipline, imposée par la nature, sera difficile à appliquer. En France, la lutte contre la pollution commence juste à se développer et tous ne sont pas réellement équipés pour faire face à un défi trop brutalement lancé. De cette étape contre la montre, on n'attendait pas de grands chambardements et on n'a pas été déçus. C'est Ferdinand Braque qui se traînait en fin de classement, qui s'est sans doute souvenu qu'il était recordman de l'heure et il a fait la plus belle course et le meilleur temps. Cette 17e étape a permis à Poulidor de se rapprocher de Delille au classement général. Raymond Poulidor, le voici. Il dépasse ce soir l'Italien Ricomi au classement général et prend la 4e place. Il était à 2 minutes 15 secondes de Raymond Denis, le 3e, il n'est plus qu'à 30 secondes.
Poulidor s'est classé 6e de l'étape et premier français, précédé par Braque, Knudsen, Martens, Van Impe et Pollentier. Il est à 1 minute 4 secondes de Ferdinand Braque. Raymond Delille a pris la 20e place à 2 minutes 49 secondes de Ferdinand Braque. Il a donc perdu également 1 minute 45 secondes sur Raymond Delille. La lutte pour la place de premier français s'annonce de plus en plus passionnante entre les deux Raymond, vétérans du cyclisme national. C'est après-demain, sur les pentes du Puy-de-Dôme, que se départageront vraisemblablement les deux rivaux qui rêvent l'un et l'autre de monter sur le podium. Pas sur la première marche de ce podium, bien sûr, qui sera sans doute occupé à Paris par le petit Belge Lucien Van Impe. Van Impe a bien marché aujourd'hui, se classant 4e à 51 secondes de Braque, mais prenant à son suivant au classement général Zoutmelk 1 minute 15 secondes supplémentaires. Zoutmelk ce soir est à 4 minutes 33 secondes de Van Impe. Sur son état de santé, Jean-Michel Lelio a interviewé le docteur Misray, médecin du Tour de France, mais qui n'est pas, il faut le préciser, le médecin de Zoutmelk. Je n'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir répondre d'une manière précise, mais si Zoutmelk est anémié, à ce moment-là, en particulier en globules rouges, il serait logique effectivement de lui faire une transfusion. Mais à mon avis, ça m'étonnerait fortement qu'un coureur puisse faire deuxième du Tour de France en étant anémié. Je ne crois pas que ça puisse exister. Donc je pense qu'on lui a fait une transfusion pour améliorer son rendement. C'est pas du tout considéré comme un dopant? Actuellement, non. Mais s'il n'y a pas de transformation du sang? Non, il n'y a pas de transformation du sang. Vous apportez plus de globules rouges pour améliorer la transport d'oxygène. Quelle est la durée de l'action de cette transfusion? La durée de l'action, ça peut être une semaine environ. Et si Zoutmelk, qui paraît-il aurait reçu cette transfusion à Diven, revenait anémié à Paris, il serait obligé de subir une autre transfusion? Là, il faudra savoir pourquoi exactement. Il ne faut pas le traiter de manière symptomatique, il faudrait savoir pourquoi il est anémié et faire des examens approfondis. S'il avait effectivement un déséquilibre sanguin, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait dans le Tour de France? Le nouveau président de la République portugaise, le général António Yanes, élu le 27 juin dernier. Il succédera officiellement demain au président Costa Gomes. Et c'est tout à fait officiellement aussi qu'il fera connaître le nom du Premier ministre qu'il a choisi, le leader socialiste Mário Soares. Première tâche des nouvelles autorités de Lisbonne, sortir l'économie portugaise de la faillite. L'essence la plus chère d'Europe et sans doute du monde, presque 3 francs le litre de super. C'est un exemple du mal portugais, le coût de la vie, qui sera le premier objectif et peut-être le premier piège pour le nouveau Premier ministre portugais, Mário Soares. Mais l'essence n'est qu'un exemple. Après la chute du régime salazariste il y a plus de 2 ans, on a détruit un système économique archaïque et injuste, mais sans rien mettre à la place. Très vite, le Portugal a connu la fièvre de l'inflation. Dans la course entre les prix et les salaires, ce sont les prix qui ont gagné, mais tous deux sont allés très vite. Avant le 25 avril, je gagnais 250 francs par mois. Maintenant, je gagne 650 francs, mais les prix ont tellement augmenté que maintenant, j'achète moins qu'avant. A vida está muito cara. Sim, está muito cara. Tout a augmenté. Les statistiques disent que les chaussures ont augmenté de 350% en 2 ans, les vêtements de 400%. À Lisbonne, on dit que c'est surtout les produits de luxe qui ont augmenté, mais que tout est devenu un luxe. Même la nourriture, surtout la nourriture. Le poisson, l'élément alimentaire de base au Portugal, a triplé. Le marché du poisson à Portimão, un petit bourg de pêche, 10 heures du matin, aussitôt débarqué, le poisson est vendu. En cherchant à savoir pourquoi il coûte 3 fois plus cher, on s'aperçoit que le carburant a augmenté, bien sûr, que les marges sont plus fortes, mais au fond, et c'est la tragédie du Portugal, ce qui a coûté cher, c'est la justice économique. Ces pêcheurs gagnaient 300 francs par mois avant la Révolution. Aujourd'hui, le gouvernement leur garantit plus de 600 francs, bonne pêche ou mauvaise pêche. 600 francs par mois, disent-ils, c'est assez pour vivre. 600 francs, c'est aussi assez pour tripler le prix du poisson. Cette hausse de prix a entraîné un déséquilibre grandissant entre les exportations et les importations. Il y a 2 ans, le Portugal avait 30 millions de francs en réserve or. Aujourd'hui, il n'en reste que 3 millions. Mais pour moderniser et développer le pays,
Il faut importer les outils pour construire une économie saine. Pour payer ces outils, pour trouver les devises, le Portugal n'a qu'une planche de salut, le tourisme. Le tourisme est la première industrie portugaise. Le tourisme représente Occitanie comme les 6 principaux industries portugaises ensemble. Et dans ce moment, un des problèmes que nous avons dans l'économie portugaise, c'est exactement la faillite du tourisme. En 1973, qui était le meilleur année du tourisme au Portugal, nous avons reçu presque 4 millions de personnes. En 1975, nous avons reçu moins que 2 millions. Car les excès de la Révolution ont aussi atteint le tourisme. Les plages sont les mêmes, les hôtels sont les mêmes, mais les touristes, effrayés par les coups d'État, par les titres alarmistes, par les grèves, ne sont venus qu'en petit nombre. Cet hôtel, sur la côte sud du Portugal, a pourtant maintenu ses prix d'avant le 25 avril, mais sans succès. La capacité de cet hôtel, c'est de 370 personnes, clients, et maintenant nous avons 30 personnes. C'est terrible. À quel point est-ce que l'économie de cette région, l'Algarve, dépend du tourisme? Je pense 80% de personnes qui dépendent du tourisme. Mais cette année, l'espoir revient. Dans l'Algarve, le tourisme est une question de vie ou de mort. L'été 1975 fut un désastre. Fernando Medronho, un pêcheur devenu loueur de bateaux, avait même cessé de venir au large des plages trouver des clients, car il n'y en avait pas. Aujourd'hui, plus optimiste, il est revenu, il pense que le cauchemar est fini. Le tourisme est mon seul gagne-pain, comme pour nous tous ici. Alors, l'année dernière a été terrible pour nous. Maintenant, je pense qu'il y a 50% de touristes en plus. Ça va mieux. Parce que, vous savez, c'est vraiment très important pour tout le pays. Alors, comme un athlète rouillé qui reprend l'entraînement, le Portugal s'est préparé. Ce parcours de golf, par exemple, était presque abandonné. Au plus fort de la Révolution, on avait voulu démocratiser le golf. Le professeur du parcours avait dû donner des leçons gratuites aux gosses des écoles, lesquels préféraient le football, et le parcours était à l'abandon. Cet hiver, on l'a nettoyé, arrosé, soigné. Aujourd'hui, il est revenu à sa vraie finalité, être une mine de devises pour le Portugal. L'espoir est aussi revenu dans les casinos, où à 3 heures du matin, lorsqu'on compte les pièces dont les joueurs ont gavé les machines à sous, les chiffres et les sourires s'étirent. Alors, au début de cet été qui sera crucial, le Portugal attend un gros lot, un jackpot, car l'argent qui financera le traitement que Mário Soares va ordonner pour l'économie, c'est le tourisme qui devra l'apporter. Enfin aujourd'hui, des températures agréables sur l'ensemble de la France, après les pluies qui sont tombées un peu partout. Il faisait 20 degrés près de la Manche, 25 à Paris et 29 du côté de Marseille. Pour demain, de la Bretagne à la Vendée, de la Normandie au Pas-de-Calais, un temps très nuageux avec quelques pluies. Dans l'après-midi, des éclaircies. Ailleurs, un temps assez beau et plus chaud. Du Mistral dans le midi, de petites averses, notamment en montagne. C'est avec toute la rédaction d'Antenne 2 que je vous souhaite une très excellente soirée. À demain, bonsoir. Si vous n'avez pas assisté à l'intégralité de ce journal, en voici les principaux titres. Économie et politique au centre des conversations entre Adolfo Suarez et Jacques Chirac aujourd'hui à Paris. Coordination des politiques économiques et lutte contre le terrorisme, les deux thèmes abordés aujourd'hui par les 9 Européens. Jimmy Carter, candidat démocrate aux élections présidentielles, décision de la Convention demain soir. Lucien Van Impe, toujours maillot jaune au départ de la 18e étape. Vers 23h30, la dernière édition du journal.